Bonjour, je suis Ouzir Glacier, j'enseigne à l'Université Bishop dans le département d'Histoire et le département de Sciences politiques et d'études internationales. Aujourd'hui, je vais vous parler des voies progressistes du monde musulman. Mais au préalable, je tiens à vous informer que toute la présentation ou les informations que je vais présenter se trouvent sur mon blog étudesmarocaines.com, soit sous forme d'articles publiés ou encore sous forme de livres ou de chapitres de livres. Pour introduire mon sujet, j'aimerais tout d'abord qu'on pense ensemble, c'est quoi les musulmans? Quand on parle des musulmans, on parle de quoi? Donc on se rend compte que, en fait, les médias, quand ils parlent des musulmans, ils les présentent en général au sujet de deux thèmes. Les femmes voilées, mais en général le voile en tant qu'un outil qui porte atteinte à la dignité des femmes, ou encore en tant que terrorisme, et donc ça porte atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité internationale. Dans ce cas-là, dans les deux cas, en fait, les termes des débats sont très limités. Soit on est pour l'islam ou on est contre l'islam. Soit on est pour le voile ou contre le voile. Ou encore, on est raciste, on n'est pas raciste, on est islamophobe, on n'est pas islamophobe. Mais en réalité, la réalité n'est pas noire et blanche. La réalité est beaucoup plus complexe, beaucoup plus nuancée. Il y a des diversités de voix et c'est ce que je propose de présenter dans cette conférence pour à mieux vivre ensemble. Je vais le faire de deux façons. Je vais d'abord donner une visibilité aux voix progressistes des pays musulmans sous forme de féminisme, voix féministes et d'acteurs qui travaillent pour l'égalité des sexes. Je vais aussi le faire sous forme de voix progressistes qui contribuent à la culture des droits humains et à la promotion des droits humains tels que nous le connaissons. Donc, dans une première partie, je vous propose qu'on pense aux droits des femmes comme un principe universel et non un principe québécois ou seulement occidental. Donc, en général, on montre dans les médias donc, les femmes voilées, la question du voile, mais il faut aussi présenter d'autres voix, c'est des jeunes en général, qui utilisent la nudité pour promouvoir les droits des femmes, pour contester l'écriture du corps comme un corps qui appartient à la communauté ou aux hommes. Donc, entre les deux, il y a toute forme d'autres discours, d'autres voix, et certainement, il y a des voix féministes et des voix, le féminisme, le discours féminisme très structuré et organisé. Juste pour être brève, je vais dire que le féminisme dans le monde arabe et en Afrique du Nord, il date de 1860 et en général, les historiens le classifient en trois vagues. La première vague de 1860 à peu près 1920-1925 et c'est ce qu'on appelle le féminisme invisible. Donc c'est un ensemble de femmes qui appartiennent à la classe aristocratique, donc c'est des élites bourgeoises et qui se réunissent entre elles dans des salons littéraires et qui donc s'interrogent sur le statut inférieur des femmes et en même temps comment réformer ce statut-là. La deuxième vague, c'est ce qu'on appelle le féminisme structuré, le féminisme visible, et qui date à peu près de 1920 à 1970. Donc on voit que là c'est la période du colonialisme, c'est la période des partis politiques qui organisent les luttes anticoloniales et les femmes faisaient partie de ces organisations politiques et elles avaient en général une section à elles pour promouvoir l'égalité des femmes. À partir de là, elles se sont réunies et elles ont créé des organisations de femmes, ils ont créé leurs propres journaux, leurs propres revues et ils font la promotion de l'égalité des sexes. La troisième vague,
c'est la vague qui date de 1970 à peu près à nos jours. Donc cette vague-là, c'est le féminisme structuré, organisé tel que nous le connaissons, mais il fait face à une délégitimation, soit au nom de l'impérialisme culturel ou encore au nom de l'islamisme. Dans ce cas-là, le féminisme, il continue à faire la promotion des droits humains des femmes, telles que les valeurs universelles, mais il fait face à cette délégitimation, donc ils doivent composer avec toutes sortes de critiques, comme quoi elles ne sont pas colonisées dans la tête, que tout simplement elles travaillent pour la dignité des sexes, pour le bien commun de la société, etc. Quand on regarde au niveau des revendications, on voit qu'il s'agit de revendications universelles. Il est question d'accès à l'éducation, d'accès au monde du travail. Il est question également de réformes juridiques pour éliminer toute forme de discrimination à l'égard des femmes, réformer l'institution de mariage, éliminer toute forme d'atteinte à la dignité des femmes, que ce soit sous forme de violence domestique ou violence, harcèlement sexuel, etc. Quelques noms, Huda Sha'rawi, qui est considérée comme la première féministe du monde arabe, Nawal Saadawi, et certainement Fatima Mernissi, la grande féministe du Maroc et en Afrique du Nord. C'est la raison pour laquelle je vous propose de considérer le principe de l'égalité des sexes comme un principe universel. Quand on le regarde de cette façon-là, l'égalité des sexes, ou ce principe-là, il va être rassembleur au lieu de diviser. Diviser les musulmans versus les Québécois ou versus les Occidentaux. Et quand on regarde le principe de l'égalité des sexes comme un principe universel, avec des acteurs partout dans le monde, y compris le monde musulman, qui travaillent pour l'égalité des sexes, on va voir qu'en fait, il va être propice pour l'avancement des droits des femmes, que ce soit au niveau national, au niveau local, mais aussi au niveau des relations, des réseaux internationaux. Je propose qu'on fasse la même chose pour les droits humains. Donc c'est ce qu'on va voir dans une deuxième partie. Dans cette partie-là, je vais présenter les acteurs qui ont œuvré pour l'avancement des droits humains. On voit d'abord que les élites de l'État des pays de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, des pays musulmans, qu'ils ont contribué à ce qu'on appelle la diplomatie des droits humains. Ça veut dire les droits humains par en haut, dans les forums internationaux des droits humains aux Nations Unies. Depuis 1948, c'est-à-dire l'adoption de la Déclaration universelle, en passant par les deux pactes, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et les autres traités internationaux relatifs à la protection des droits humains, on voit que les pays arabes, les pays de l'Afrique du Nord, les pays musulmans, ils étaient présents à la rédaction de ces traités-là. Non seulement ils étaient présents, mais certains d'entre eux, ils ont contribué à l'avancement des droits humains. Donc, quelques exemples de cette contribution. On parle des droits économiques et sociaux, par exemple, le droit à l'autodétermination des peuples et l'égalité des sexes. On ne le sait pas, mais dans les années 50, par exemple, l'une des voix les plus éloquentes en termes de promotion des droits des femmes, c'était la déléguée irakienne Badi'a Afnan. Et puis, il y a également la contribution aux droits humains par en bas. Ça veut dire le mouvement des droits humains qui est implanté dans tous les pays musulmans, dans les pays arabes, en Afrique du Nord. Donc il y a un mouvement arabe des droits humains, il y a un mouvement syrien des droits humains, il y a un mouvement marocain des droits humains, etc. Et donc les acteurs, les militants et militantes dans ce mouvement des droits humains, ils œuvrent pour la promotion des droits humains de façon universelle dans le tissu social. Il y a également les mouvements sociaux, les mouvements populaires
qui ont secoué, qui continuent de secouer le monde musulman et certainement le monde arabe et l'Afrique du Nord. Et les plus célèbres qui ont été médiatisées, c'est par exemple les révoltes arabes de 2011. Pour vous donner un exemple, on va prendre l'exemple de Khadija Riyadi. Khadija Riyadi a été la présidente de l'Association marocaine des droits humains pendant 2 fois. Elle a eu 2 mandats. Elle a reçu le prix prestigieux des Nations Unies pour les droits humains en 2013. Et ce prix-là, juste pour vous donner une idée de l'importance de ce prix-là a été attribué à Nelson Mandela, par exemple, mais aussi, par exemple, à Martin Luther King. Khadija Riyadi, ainsi que toute l'équipe, évidemment, l'Association marocaine des droits humains, parce que personne ne travaille seul, nous travaillons en équipe, elle a œuvré avec son équipe pour la promotion des droits universels, certainement les droits économiques et sociaux, la protection de l'environnement, les droits des femmes, les droits des homosexuels, les droits des personnes migrantes, etc. Mais la question qui se pose, pourquoi on n'entend pas parler de ces acteurs-là? Pourquoi ils ne sont pas médiatisés? La politologue Hannah Arendt a parlé, elle nous a expliqué que dans les régimes autoritaires, totalitaires, il y a le besoin de créer un ennemi. On se rend compte dans les années 50, l'ennemi c'était le communisme, c'était l'Union soviétique. De nos jours, l'ennemi, la fabrication d'un ennemi, l'ennemi c'est les pays musulmans, c'est les musulmans. Mais quand on regarde de près, le terrorisme, en fait, ce n'est pas une opposition entre l'islam et l'Occident. C'est une guerre qui est supérieure à nous, les citoyens ordinaires, une guerre qui se joue dans les coulisses des relations internationales et qui concerne des luttes géostratégiques et des luttes politiques. La problématique du Moyen-Orient, ce n'est pas qu'il soit le berceau du terrorisme. En fait, c'est que c'est une région du monde qui est riche en pétrole. Et les scientifiques nous informent que les réserves du pétrole, on en a pour 40-50 ans. C'est pas beaucoup, 40-50 ans. Donc, les luttes qui se passent, c'est une lutte pour les ressources, c'est une lutte pour les gazoducs, pour l'hélioduc, etc. C'est la raison pour laquelle je propose que, quand on parle des musulmans, on déplace notre perspective. Les musulmans, c'est en fait n'importe quelle personne qui est née dans un pays musulman. Donc ces personnes-là, c'est des personnes qui peuvent être athées. C'est des personnes qui ont choisi une spiritualité qui n'est pas attachée à une tradition musulmane ou à un rituel musulman, pour la simple raison que la religion a été et elle continue à être instrumentalisée pour des raisons politiques. Les musulmans, c'est également des personnes qui ont choisi l'islam comme une culture. Il y a des musulmans qui sont croyants et pratiquants, mais qui sont tolérants et très ouverts à d'autres idées et à la modernité, certainement, et certainement l'égalité des sexes, les droits humains. Il y a des musulmans qui pratiquent certaines choses, mais ne pratiquent pas d'autres. Et puis, il y a l'islamisme qu'on connaît, mais ceux-là, ce sont des groupes politiques. Donc, qu'on arrête le populisme et qu'on regarde, qu'on fait face aux défis auxquels l'humanité fait face de nos jours, à savoir l'environnement. Nous vivons actuellement une crise environnementale grave. Il y a une menace écologique qui menace la Terre, qui menace l'existence de l'humanité. Mais il y a aussi un autre défi, mais ils sont liés, c'est le pouvoir corporatif, en anglais on dit corporate power, et c'est le néolibéralisme, et qui porte atteinte de façon graduelle, insidieuse, au gain des droits, que ce soit les droits économiques et sociaux, mais aussi les droits culturels, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, la promotion de l'égalité, de la dignité humaine pour tous et toutes. Quand on déplace notre axe pour voir que, en fait, le défi de l'humanité, c'est le
néolibéralisme, la crise environnementale, on se rend compte qu'il n'y a pas eux et nous, eux les musulmans et nous les occidentaux, ou inversement, nous les musulmans, eux les occidentaux. En fait, eux c'est nous, et les identités se définissent selon des axes de pouvoir et de contre-pouvoir. Et je m'explique. Le pouvoir, c'est des élites financières qui, en général, sont également des élites de l'État. Et quand on analyse ces élites, on se rend compte qu'en fait, elles sont occidentales et musulmanes. Les élites de l'État en Arabie Saoudite, qui sont des élites financières, ainsi que les monarchies du Golfe, ce sont aussi des élites financières, mais qui ont des investissements dans les grandes transnationales et des multinationales telles que Shell, telles que British Petroleum, etc. Donc la division, ce n'est pas en fonction de l'islam musulman et occidentaux, c'est plus des acteurs qui ont un pouvoir corporatif, un pouvoir financier et qui ont le pouvoir de violer les droits humains. Par contre, le contre-pouvoir, c'est nous. C'est nous les citoyens du monde, c'est Amnesty International, c'est Human Rights Watch, c'est la société civile qui se mobilisent pour la promotion de la dignité humaine, de l'accès à l'éducation pour tous, l'accès à la culture pour tous, et qui luttent contre le populisme. Dans une certaine période, un peu lointaine de nous, mais pas si lointaine que ça, la période de l'industrialisation, Marx, il disait prolétaires du monde entier ou de tous les pays, unissez-vous. Dans le contexte actuel, je dirais démocrates de tous les pays, unissez-vous. Donc ceux et celles qui croient à la démocratie, aux droits humains, au principe de l'égalité des sexes, ne devons nous unir pour faire face au néolibéralisme, mais également à la crise environnementale. Merci.